Bonsoir tout le monde, ça va? Bonsoir Christelle. Salut Arnaud, vous allez bien? Je vais attendre encore quelques minutes, hein, comme à chaque fois. Salut Belma, ça va? Bon, j'essaierai de faire plus court que les autres vidéos cette fois. Donc normalement, ça durera, enfin, j'espère moins d'une heure. Bonsoir Sylvie. Donc alors j'ai déjà préparé d'autres sujets pour les prochaines vidéos, donc j'ai pas mal de choses écrites, plusieurs articles. Euh, il y aura l'énergie libre bientôt. Bonsoir Patrick. Oui, donc l'énergie libre. Je pense parler de médecine et guérison aussi, avec les medbeds, différentes techniques de guérison. Salut Sabrina. Euh, et qu'est-ce que j'avais de prévu aussi? Je sais plus. Alors ce soir, on va parler de téléportation principalement, avec un petit peu de voyage dans le temps aussi, de soucoupe volante. Ouais, j'essaierai de répondre aux questions, passer un peu plus de temps que d'habitude, même si normalement j'essaie d'être complet quand je fais un article. Donc ce soir, l'idée c'est faire un, vous donner un aperçu de la téléportation, à la fois de la théorie, de ce qui existe, les différents types de téléportation. Euh, décrire ces différents types, donner l'explication des principes aussi, euh, des exemples de certains projets. Ah, il commence à y avoir du monde. Bonsoir, salut Val, Jean-Pierre Morcelin, salut Sandrine. J'ai écrit aussi une annexe. J'ai commencé, pratiquement fini, une sorte de critique, on va dire, de fact-checking d'un article de vulgarisation scientifique sur le sujet de la téléportation. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on fasse des fact-checking sur nos articles ou nos publications et qu'on fasse pas l'inverse. Bonsoir Florence. Ah voilà Sébastien. Bon bah c'est bon, on peut commencer. Donc comme je disais, ce soir je vais faire un peu vous donner un panorama sur les différents types de téléportation, essayer d'expliquer les principes et des exemples. Euh, donc pour commencer, alors il faut savoir que la téléportation, il y a justement il y a plusieurs types qui sont souvent pas décrits précisément. J'ai fait ma propre classification. Je vous donnerai aussi celle qu'il y a dans euh, un document déclassifié de l'Air Force que certains ont pu voir sur mon site déjà. Bonsoir Dareley. Alors souvent quand vous allez chercher à vous renseigner sur la téléportation, bonsoir Victoria. Ouais, donc il y a beaucoup plus de monde sur ce compte que sur l'autre. Alors le premier type de téléportation que vous allez trouver en général quand vous cherchez sur Internet, ça va être la téléportation quantique. Donc là, on peut pas considérer ça comme de la vraie téléportation dans le sens où il n'y a pas de transfert de matière d'un endroit à un autre, même si vous verrez qu'au niveau des principes, c'est assez similaire au reste. Donc l'idée, c'est de d'utiliser l'intrication quantique pour transférer un état quantique d'un endroit à un autre. Un autre type de téléportation aussi qui est des fois représenté dans des films,
ce qu'on pourrait appeler la destruction-reconstruction. C'est-à-dire qu'on prend un objet ou un individu, qu'on détruit à un endroit, on envoie l'information à un autre endroit et on le reconstruit ailleurs. Donc on pourrait le faire aussi tout simplement beaucoup plus tard à partir d'informations. Un petit peu comme ce que vous voyez dans le cinquième élément quand ils reconstruisent l'îlot. Ça, c'est parfois présenté comme quelque chose qui sert peut-être à détourner l'attention, dans le sens où la reconstruction serait très complexe et que ça poserait des problèmes. Ça ressemblerait plus à une duplication, si on n'imagine pas des principes qui obligent la destruction du corps initial, quoi. Alors un autre type on va dire, de téléportation, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle le remote viewing, ou la vision à distance. Dans ce cas-là, c'est pas un objet ou le corps qui se déplace, mais uniquement une conscience. J'ai, J'avais écrit un article qui s'appelle Voyager par le penser, qui détaille un petit peu ça. Alors, un autre type de téléportation, on a la téléportation temporelle. Dans ce cas-là, c'est par exemple un objet qui disparaît un certain temps, euh, qui est, qui est plus dans notre espace-temps, qui disparaît et qui réapparaît enfin, plus tard au même endroit. Je vous donnerai quelques exemples aussi de ça. Alors, une téléportation, on va plus parler ce soir aussi, c'est entre deux portails, c'est-à-dire entre une entrée et une sortie quelque part. Donc, c'est ce que vous avez vu dans Stargate, des trucs comme ça. C'est vous entrez dans un portail qui est quelque part, il y a une sortie qui est prévue, qui est votre destination, et puis vous réapparaissez immédiatement là-bas. Un autre type de téléportation un- qui serait sans portail, c'est-à-dire que ceux qui ont déjà vu Star Trek, dans le vaisseau, il y a quelque chose un système qui permet de téléporter les personnes, par exemple sur une planète, et qui ensuite les rapatrie à cet endroit-là. Mais vu l'appareil est capable à la fois de transférer les personnes vers l'extérieur et de les rapatrier, on peut très bien imaginer que indépendamment, enfin sans être obligé de revenir à l'endroit initial, on pourrait transporter des personnes d'un endroit à l'autre avec avec ce genre d'instrument. Un autre type de téléportation qui serait par la conscience, c'est-à-dire que là c'est une sorte de psychokinésie où un individu avec sa conscience arrive à téléporter un objet ou un autre individu. Et sinon, le dernier, ce serait tout simplement le voyage supralumineux. C'est-à-dire que dès qu'on va plus vite que la vitesse de la lumière, on peut considérer que c'est un type de téléportation. Dans ce cas-là, c'est assez similaire à de la téléportation par portail, à part que le portail lui-même est le véhicule supralumineux et il est envoyé enfin, en même temps euh, que les passagers dans le lieu de destination. Alors, il y a une autre classification dans un document déclassifié de l'Air Force qui donne 5 types de téléportation. La téléportation qu'ils appellent téléportation SF pour science-fiction. La définition, c'est le transport désincarné de personnes ou d'objets inertes à travers l'espace par des moyens technologiques avancés, futuristes. Donc, par définition, c'est quelque chose qui, pour eux, n'existe pas. Il y a la téléportation VM pour la métrique du vide. Là, c'est le transport de personnes ou d'objets inertes à travers l'espace en altérant les propriétés du vide ou en altérant la géométrie de l'espace-temps. Donc il y a la téléportation Q pour quantique, j'en ai déjà parlé plus haut. Il y a la téléportation E pour exotique, qui est le transport de personnes ou d'objets inertes via d'autres dimensions spatiales ou des univers parallèles. Et il y a la téléportation P pour parapsychologique, qui est ce que je vous avais dit par la conscience, c'est-à-dire le transport de personnes ou d'objets inanimés par des moyens paranormaux. Bon, le terme paranormal est un peu, on va dire, partial encore, puisque c'est comme pour science-fiction, puisque on considère d'emblée que ça fait pas partie de la science.
Alors je vais tout de suite commencer par un peu de théorie pour décrire comment ça marche, dans le principe, avant de vous donner des exemples. Je vais pas rappeler tous les détails sur le vide de l'information. J'avais fait plusieurs vidéos et beaucoup d'articles là-dessus. Donc tout le dossier, le vide, l'énergie, l'information. Et l'article qui était lié à mon avant-dernière vidéo sur la gravitation, l'éther et l'écoulement du temps. Alors là, je vais vous donner combien? Une, trois, cinq, on va dire 5 manières, 5 points de vue pour aborder la théorie. Je vais commencer par le temps-espace, qui est la théorie de Larson dans les années 50. J'en avais parlé aussi hein, pour la gravitation. Donc c'est de dire qu'on existe dans un espace-temps qui est composé de 3 dimensions d'espace et une dimension de temps, et que en parallèle il existerait une sorte d'univers conjoint où là elle le nomme le temps-espace, qui lui est composé de 3 dimensions de temps et une d'espace. C'est donc concrètement, nous, dans notre espace, on peut se déplacer dans 3 directions du temps, de l'espace. Donc il faut 3 coordonnées pour indiquer notre position. Mais on va toujours dans une seule direction du temps, donc vers le futur. Et ce serait l'inverse donc dans ce temps-espace. J'avais parlé aussi de quelques expériences qui ont montré, par exemple de Harold Hasden ou de Nikolai Kozyrev, qui avaient montré qu'on pouvait expliquer certains phénomènes comme la perte de masse des particules ou une rotation qui n'a pas lieu dans notre espace-temps à partir de cette théorie. Ça explique aussi une partie de la vision, on va dire, dualiste corpusculaire ondulatoire de la physique quantique. Donc on sait qu'une particule, elle a à la fois les caractéristiques corpusculaires, ça veut dire elle est localisée dans l'espace et dans le temps, mais qu'en général, en l'absence de contraintes, elle se comporte comme une onde. Donc là, elle est pas localisée ni dans l'espace ni dans le temps. Euh, donc ça veut dire que quand c'est une onde, c'est-à-dire quand il n'y a pas de contrainte, elle se trouve en plusieurs lieux en même temps de notre espace, mais aussi à différents moments du temps. Ça s'est montré par des expériences. J'avais promis que je l'expliquerais, celle-là, celle de la gomme quantique à choix retardé, qui montre que bah, la particule, tant qu'elle est ondulatoire, elle peut on va dire les interactions et toutes les interférences entre elles-mêmes se produisent aussi bien au début de l'expérience qu'à la fin, tant qu'on n'a pas, tant qu'on l'a pas forcé à être sous forme de particules. Et de manière générale, en physique quantique, c'est pendant un phénomène d'observation qu'on force une particule à avoir une position et une localisation, enfin, dans l'espace et dans le temps. Alors une autre vision, c'est de dire que l'information, enfin tout est information non localisée. Donc on a dit une particule c'est de l'information, comme l'a montré la physique quantique. Bonsoir à ceux qui arrivent encore. Euh, donc c'est ce qui permet aussi d'expliquer l'intrication quantique, c'est-à-dire quand 2 particules ou plus sont séparées dans notre espace alors qu'elles se comportent comme si c'était un même objet. Donc c'est la même information qui les définit et qui est à plusieurs endroits en même temps. Ah bah déjà une question. Non, quand on rêve, vu que de toute façon, on est plutôt supposé ne pas être dans notre corps physique quelque part, et qu'on fait plutôt ce qui ressemble à un voyage astral ou dans des dimensions supérieures. Là, on parle uniquement de téléportation dans notre espace-temps. C'est-à-dire que le rêve, il peut être assez proche du remote viewing, mais la différence, c'est que le remote viewing, c'est quelque chose où la conscience est éveillée et le corps aussi, quoi. Bah oui, dans l'absolu, on pourrait dire, mais sachant que de toute façon, dans le plan astral, il y a plus de dimensions, et dans les dimensions supérieures, il n'y a pas vraiment cette notion de distance qui serait définie de la même manière que nous. On peut dire que même tout trajet dans l'astral ou dans le mental est une téléportation. Donc que c'est la manière normale de fonctionner, de se déplacer. D'ailleurs, on dit que dans le plan mental,
On voyage à la vitesse de la pensée, c'est-à-dire que il suffit d'imaginer un endroit pour y être. C'est-à-dire que c'est la pensée elle-même qui est la vitesse du déplacement. Euh, oui, donc alors, là, tout serait information non localisée. Et la matière, c'est une certaine forme d'information énergétique qui est densifiée. Donc on va parler de vortex ou d'onde stationnaire, suivant la théorie ou le modèle. Et on peut imaginer que à ce niveau-là, en impactant directement l'information qui concerne la position d'un objet, eh ben, l'instant d'après, il serait recréé à une autre position. Bonsoir Mali, bienvenue. Donc là, pour ceux qui arrivent, hein, je vais juste commencer à décrire les différents types de téléportation. Si vous voulez voir ce que j'ai dit au début, vous retrouvez de toute façon tout dans mes articles. Je mettrai le lien tout à l'heure ou demain. Et là donc je donne différentes façons d'essayer de concevoir notre univers un peu différemment de ce qui est décrit avec la vision matérialiste. Euh, puisque la science avec une vision matérialiste réductionniste n'arrive pas à envisager la téléportation. Et on sait que c'est une vision erronée, puisque comme je l'ai expliqué plusieurs fois, l'interprétation correcte de la physique quantique, c'est vraiment, il faut concevoir l'espace et le temps comme des illusions. C'est-à-dire plutôt comme des projections de quelque chose d'autre qui ne contient pas ce genre de propriété. Donc on a parlé d'informations non localisées, mais on peut aussi concevoir tout sous forme de vibration et de résonance. C'est-à-dire que comme la matière c'est de l'information, et cette information, on peut dire qu'il s'agit d'une certaine forme de vibration. Un objet, c'est la somme on va dire, la juxtaposition, la somme des vibrations de tous ses constituants. Et donc un lieu aussi, dans notre espace-temps, c'est aussi une certaine forme de vibration, qui est elle aussi la somme de toutes celles qui se trouvent à proximité à un certain moment donné. Salut Stéphane. Donc en concevant tout sous forme de vibration, on peut imaginer que, vu que j'avais expliqué la dernière fois, que le fonctionnement des vibrations, c'est la mise en résonance. C'est-à-dire deux vibrations proches vont avoir tendance à s'attirer et euh, et on va dire à se mettre en résonance, c'est-à-dire à s'additionner, ou plutôt même se multiplier. Donc on peut imaginer qu'il suffit de mettre en résonance un objet, c'est-à-dire la vibration d'un certain objet avec un certain lieu, donc avec la vibration de ce lieu, eh ben, on transférerait cet objet vers le lieu à un certain moment. Alors une autre vision que je trouve intéressante, c'est telle qu'elle est décrite par Nassim Haramein, c'est-à-dire l'illusion du mouvement et de la continuité. Euh, Lui, ce qu'il explique, c'est que par exemple, quand vous bougez le bras, c'est pas, on peut pas considérer que ce sont vraiment les particules qui se déplacent de tout votre bras, mais que c'est une suite d'instants de Planck, c'est-à-dire comme un film, on va avoir des images successives qui sont l'instant de Planck, ce serait défini comme la plus courte durée dans notre univers, c'est-à-dire entre un changement et un autre, et que l'information d'un objet recrée à chaque instant suivant l'objet à une position soit identique, soit différente. Donc, avec cette vision, on peut considérer que tout mouvement, c'est une sorte de téléportation. Avec tout mouvement, en fait, mouvement du corps, ce serait une téléportation produite par la pensée. C'est-à-dire que l'acte de bouger le bras, c'est un esprit qui fait bouger par télékinésie un corps pour modifier l'information de la position des particules euh, du bras. Donc c'est l'illusion du mouvement en général, c'est-à-dire que euh, habituellement la physique on va dire la description classique, c'est de considérer que tout est continu, que les particules ont des vitesses, sachant qu'une vitesse déjà, si on voulait aller plus loin,
on est obligé de le définir dans un intervalle de temps. On parle d'une limite de la dérivée de la position par rapport au temps, mais ça reste une limite mathématique. Donc de manière générale, on devrait imaginer que l'univers est constitué d'instants successifs qui ont une certaine durée. Alors une autre façon de décrire aussi, c'est l'illusion générale de la matière, de l'espace et du temps. Donc là, c'est un peu ce que vous êtes en train de dire. Alors là, je suis pas en train de donner des théories différentes, hein, c'est simplement des manières un peu de voir différentes de la même chose. C'est-à-dire qu'on reste sur cette idée d'information, de vibration, du fait que l'espace, le temps, la matière sont des projections d'autres choses, quoi. Donc dans cette vision, ce qui est fondamental, c'est l'esprit. Donc la matière dense, ce serait simplement une illusion qui est créée par la manifestation d'une intention par une conscience créatrice. C'est-à-dire que la matière, c'est une onde stationnaire qui résulte de l'attention portée par la conscience. On retrouve un petit peu la vision de la physique quantique où les choses sont des ondes étalées dans le temps et dans l'espace quand il n'y a pas d'observation par une instrumentation plus un observateur conscient. Donc là, l'écoulement du temps, c'est une illusion qui est due à la perception par une conscience d'une succession de points de vue par elle-même. Dans cette vision, on considère aussi que tout existe, le présent, le passé et le futur. Il y a pas de... C'est simplement la conscience qui prend connaissance des différentes informations successives et de son point de vue, il y a un écoulement du temps et un présent. Eh ben, oui, dans l'absolu, c'est vrai que justement, la technologie, c'est aussi une illusion qui est créée par des consciences et si on n'avait pas, on va dire, un certain filtre et si on était, si on pouvait, on va dire, si l'esprit avait un contrôle total sur la matière, oui, on n'aurait pas besoin de machines pour se téléporter. D'ailleurs, quand j'avais parlé, je pense, des pouvoirs psychiques ou d'autres choses comme ça, j'avais parlé de la bilocation. Donc la bilocation, c'est des personnes qui vont se trouver à plusieurs endroits en même temps. Parfois, la personne est en train de dormir et elle se trouve avec un corps fantomatique ailleurs. Mais il y a des cas qui ont été rapportés avec des corps qui étaient des corps denses qui étaient à deux endroits différents. Donc on peut considérer que la bilocation aussi fait partie c'est un certain type de téléportation. Et donc, quelle que soit la vision qu'on adopte, tout est information et l'information du passé, du présent et du futur existe sous la même forme. La seule chose qui change pour une information donnée par rapport à une conscience, c'est sa probabilité. Donc concernant le futur, Philippe Guillemot appelle ça les traces du futur qui peuvent elles-mêmes disparaître hein, pour certains individus ou pour tout le monde. On peut aussi considérer que l'effet Mandela, c'est la disparition et la modification des traces du passé. Et le futur, eh ben, on lui associe différentes probabilités suivant on peut imaginer qu'une conscience imagine plusieurs futurs possibles, qui leur donnent initialement certaines probabilités, et que la somme de toutes les consciences sur ces différentes possibilités crée ce qu'on va dire un futur plus ou moins probable ou alors certain. Donc avec ces différentes visions, on voit que quel que soit le type de téléportation dont on parle, la téléportation temporelle, par portail, le voyage supraluminique, c'est les différentes facettes d'un même phénomène. C'est-à-dire c'est la modification de l'information, de la partie qui concerne la localisation spatiale et temporelle d'un objet. Donc si cette information qui décrit la position et le moment dans le temps d'un objet est modifié, ben, ils peuvent se retrouver à un autre endroit ou à un autre moment. Donc quelque part, le voyage dans le temps, que ce soit vers le passé ou vers le futur, on peut considérer que c'est une téléportation. Alors est-ce que l'univers peut être téléporté? Ben,
où il serait téléporté du coup. Et il n'y a pas de limite de taille à ce qu'on peut téléporter. Par contre, c'est une question de quantité d'informations que des consciences ou que des instruments vont pouvoir modifier, quoi. Donc concevoir et déplacer. Euh, D'ailleurs, ce qui est expliqué par Suharu, dont j'ai mis la vidéo en référence parce qu'elle est vraiment bien là sur les voyages supraluminiques. Enfin, je sais plus comment elle s'appelle exactement. Donc il explique bien le principe du voyage, le voyage plus vite que la vitesse de la lumière, donc voyage dans l'information, dans les fréquences, dans le temps. Et ce qu'il explique dans cette vidéo, c'est que plus un objet est gros, plus quelque part ça signifie que, que les consciences portent leur attention dessus, et donc qui contient quelque part une grande quantité d'informations. Donc même s'il n'y a pas de limite, il y a pas de limite à ça, on va imaginer que c'est très difficile de se dire, par exemple, bah tiens, on va téléporter notre planète. Tout simplement parce que téléporter la Terre, ça signifierait téléporter. Enfin, il faudrait modifier de l'information à laquelle beaucoup de conscience prêtent attention. Donc on peut imaginer que ce serait plus facile de déplacer, de téléporter un astéroïde que personne ne regarde à ce moment-là, à part la personne qui veut le téléporter. Donc oui, la physique quantique, c'est vraiment actuellement, enfin je parle vraiment de l'interprétation actuelle de la physique quantique qui parle d'information. C'est vraiment la bonne manière d'aborder toute la nouvelle science, ou toute la science qui a été cachée, comme les inventions de Tesla et ses théories. Alors, je vais passer sur différents types de téléportation. La téléportation quantique, je vais pas la détailler parce que bah, vous la trouvez un peu partout. J'avais fait aussi une vidéo sur la physique quantique où j'en parle un petit peu. En général, si vous tapez téléportation, vous allez trouver pratiquement que ça comme article. J'en ai mis une en lien. La téléportation quantique permet d'envoyer des informations 3D. Alors, je vais vous parler maintenant du voyage supralumineux qu'on appelle warp. Donc, comme je le disais, on peut imaginer que tout trajet qui est effectué plus vite que la vitesse de la lumière est considéré comme une téléportation. Euh, alors selon la physique, enfin on va dire le discours standard de la physique, c'est pas possible d'atteindre la vitesse de la lumière et donc c'est d'autant plus impossible de la dépasser. Et ça, on l'explique par le fait que au fur et à mesure qu'on augmente la vitesse d'un objet, finalement ce qu'on fait, c'est qu'on lui transfère de l'énergie qui augmente son inertie et qui augmente sa masse. Donc plus l'objet irait vite, plus sa masse serait élevée et plus il faudrait fournir d'énergie pour qu'il accélère encore un peu. Et donc à la limite, ça implique qu'il faut fournir une énergie infinie pour atteindre la vitesse de la lumière. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que cette vision classique de la physique, elle n'exclut pas la possibilité qu'il existe des particules qui vont tout le temps plus vite que la lumière, qu'on appelle les tachyons. Euh, alors oui, pour la question sur la matière noire, là, est-ce que ce serait pas de l'information énergétique pure En fait, tout serait basé sur de l'information et la création d'énergie noire et de matière noire proviendrait du fait que l'information totale de l'univers est en constante augmentation. Et donc quelque part, bah, le fait que enfin l'information augmente tout le temps et il faut d'autant plus de place sur la surface bah, comme l'explique Nassim Haramein, toute la surface de ce qu'on va appeler un vortex, un trou noir, enfin, contenir toute l'information implique qu'il faut de plus en plus de place. Et la matière noire ou l'énergie noire pourrait être simplement des formes de matière qui sont en cours de densification. Donc c'est de l'éther, la matière éthérique, c'est-à-dire du vibre, enfin de l'information qui vibre
à fréquence plus élevée et qui est en train de se densifier. Alors ce qu'on appelle supraluminique, c'est simplement quand ça va plus vite que la vitesse de la lumière. Et quand on appelle subluminique ou sublumineux, c'est quand ça va à une vitesse moins rapide que la lumière. Alors il faut savoir qu'il y a une variante de la théorie de la relativité qui explique l'inverse sur l'augmentation de masse. C'est-à-dire que là, ce serait une diminution de la masse quand la vitesse augmente. Cette théorie, elle existe, elle est compatible avec les phénomènes qui sont observés. Elle a été élaborée donc par Vladimir Ginzburg. Allez, il y a déjà beaucoup de questions, du coup vous êtes dans le sujet. Ah oui, bien sûr que la pensée va plus vite que la vitesse de la lumière. Tout simplement parce que comme je l'ai expliqué, euh, la pensée, qu'est-ce que ça veut dire finalement la vitesse de la pensée? C'est-à-dire par exemple, imaginons que tu es dans le plan mental et que ta pensée ce soit, j'imagine Jupiter. Bah, là, tu y es. Donc, c'est-à-dire que c'est le temps qu'il te faut pour penser à quelque chose. Mais si, par exemple, tu as de l'information sur une galaxie lointaine et que tu es capable d'y penser, donc ça va pas limiter ta vitesse. C'est-à-dire qu'il y a la vitesse de la pensée, elle est indépendante de la longueur du déplacement effectué. Quand on dit vitesse de la pensée, c'est la durée qu'il faut pour penser quelque chose. Donc par exemple, si toi, dans ton mental, tu as l'information ou un détail qui te permet d'imaginer ou de penser à quelque chose qui est à l'autre bout de l'univers, bah donc il te suffit de penser à cet objet pour te retrouver vers cet objet. Donc oui, c'est forcément beaucoup plus rapide que la vitesse de la lumière. Enfin, en tout cas, si tu penses à quelque chose d'éloigné. La plupart du temps, on pense à des choses qui sont locales et on se déplace pas. Donc voici ce que dit Vladimir Ginsburg. Ça rejoint un petit peu l'idée aussi de la dualité onde-corpuscule. Ce n'est que lorsqu'une particule est au repos qu'elle peut être considérée comme de la matière pure. Dès qu'elle commence à se déplacer, sa masse gravitationnelle et sa charge électrique se mettent à diminuer, de sorte qu'une partie de cette matière sera convertie en un champ. Ainsi, lorsque la vitesse d'une particule V deviendrait égale à la vitesse ultime du champ spiralier C, donc la vitesse de la lumière, sa masse gravitationnelle et sa charge électrique deviendraient égales à zéro. À ce stade, la matière serait entièrement convertie en champ pur. Donc là, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure avec cette idée que d'une manière générale, les particules ne sont pas localisées, et on va dire que c'est un cas particulier quand les particules vont avoir un mouvement qui est au repos par rapport à un observateur, qu'elles vont avoir une masse et une charge. Et d'une façon générale, ça va être un peu un mélange entre le champ pur et la matière de la matière pure. Donc matière pure, c'est complètement immobile par rapport à l'observateur, et le champ pur, c'est quand elle va à la vitesse de la lumière. Donc je vous invite à voir la vidéo que j'ai mis en lien, Navigation stellaire 1. C'est celle-là que je disais de Swaro, qui explique assez bien les principes des voyages, que ce soit sublumineux ou supralumineux. Je vais vous donner juste quelques clés, c'est-à-dire que les idées principales. En mode supralumineux, un appareil n'a pas de localisation et il n'existe pas de distance entre les objets. Donc c'est ce que je disais, tout est information, il n'y a pas de distance spatiale entre deux informations. Il n'y a que des fréquences différentes dans une information qui est non locale. Donc quand on est en voyage supralumineux, on ne peut pas utiliser une carte 3D pour se repérer et on ne peut pas définir un trajet vers une destination. Tout est défini par des vibrations à certaines fréquences. Donc comme j'avais dit plus haut, chaque lieu, c'est le résultat de superposition de fréquences. Et donc si on se met en résonance avec une certaine fréquence d'un lieu,
et qu'on retourne à une vitesse sublumineuse, on se retrouve dans ce lieu qui correspond à cette fréquence. Et donc, il faut savoir que chaque lieu et chaque instant, donc chaque lieu dans un instant donné a une fréquence unique. Donc heureusement, parce que sinon ça voudrait dire qu'on pourrait se trouver à deux endroits à la fois, où deux endroits seraient définis par la même information. Alors voilà sur on va dire sur l'aspect théorique de la téléportation. Maintenant, je vais vous parler plus on va dire des cas, des exemples. Le premier que je voulais vous donner, c'était sur la téléportation temporelle involontaire, qui est lié à ce que je vous ai publié cet après-midi à propos des endroits un peu particuliers comme le triangle des Bermudes. Je reviendrai plus tard sur l'idée de téléporter un objet. Ça, c'est le type de téléportation qu'ils appellent paranormal par la conscience. Donc là, sur le genre de psychokinésie ou alors duplication d'objets. Alors il y a on va dire qu'il y a des dizaines de cas, en tout cas répertoriés, de ce qu'on appelle une téléportation temporelle involontaire. Donc là, c'est ce que je disais, la téléportation temporelle, il n'y a pas de déplacement dans l'espace, et c'est un déplacement dans le temps. Euh, on peut dire que c'est même presque l'inverse. Même ce qui, comme je vous ai dit, ça s'explique par des principes identiques. Donc il y a des avions qui ont parfois disparu des radars pendant plusieurs dizaines de minutes et qui ont réapparu à l'endroit de leur disparition. Un exemple qui est pris par Wilcock, enfin il en prend pas mal, hein, il y a beaucoup de références dans son livre Investigation sur le champ de conscience unitaire. Euh, Dans les années 70, il y a le cas du vol 727 de la National Airlines, qui lui a disparu des radars et qui a provoqué une panique dans la tour de contrôle d'arrivée. Et il est réapparu exactement à l'endroit de sa disparition, mais 10 minutes plus tard. Et là, quand ils ont atterri, ils se sont rendus compte que le personnel dans l'avion et tous les passagers avaient déjà que pour eux, il s'était rien passé d'anormal et que toutes leurs montres tardaient de 10 minutes. Euh, donc ça, c'est rapporté aussi par Charles Berlitz dans Le Triangle des Bermudes qui a été écrit en 1974. Alors non, moi personnellement, j'ai pas expérimenté la téléportation. Euh, donc ça s'explique aussi par le fait qu'il y a certains lieux qui sont sujets à des régulières distorsions gravitationnelles. Donc, comme je disais, le triangle des Bermudes, ça en fait partie. J'ai publié cet après-midi une carte que j'ai mis dans mon article sur la téléportation là, qui montre ces points qui sont disposés régulièrement sur une forme géométrique sur la Terre. Comme j'ai dit aussi, j'expliquerai plus tard pourquoi ils sont disposés de cette façon. C'est lié à la géométrie de l'univers en général qui existe à toutes les échelles. Alors quand tu parles de voyager dans le temps ou changer de dimension, euh, comme je l'expliquais en termes d'information, le passé, le présent et le futur existent. Donc ils coexistent. Il n'y a pas de d'autres univers d'information parallèles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres dimensions à ce niveau-là. Après, si on parle d'autres dimensions dans le sens où ce serait comme le temps-espace dont je parlais tout à l'heure, ou alors des plans de vibration supérieurs comme l'astral, le mental, ben là c'est différent. Mais il n'y a pas cette idée de différentes lignes de temps qui seraient parallèles. Euh, donc quand vous voyez des films comme Retour vers le futur, par exemple, où eux, ils vont modifier le passé pour agir sur le futur, et qu'on peut se dire qu'en faisant ça, ils créent plusieurs lignes parallèles de temps. Faut savoir que ça, c'est une vision qui est erronée du temps. Puisque le temps, comme je l'ai expliqué, c'est une illusion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas il n'y a pas de ligne qui avance, qui pourrait être parallèle et qui désignerait tous les événements. D'ailleurs, et a priori, le fait que là, tout soit information et que tout coexiste, ça fait qu'il n'y a pas de possibilité de paradoxe temporel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison d'imaginer que on puisse, que le fait, par exemple, d'aller, je sais pas, empêcher ses parents de se marier dans le passé va faire que on n'existe pas. Puisque nous, on existera dans,
on va dire que ce sera une forme de trace du passé qui aurait été modifiée, c'est tout, quoi, de notre point de vue. Et d'ailleurs, comme j'avais expliqué avant, c'est-à-dire que ces modifications de traces du passé, c'est ce qui pourrait amener, par exemple, le fameux effet Mandela. Là où un tas de conscience, où la majorité de la population se souvient de quelque chose, et en fait, en regardant, bah, soit il y a soit ça s'accorde pas avec les preuves. C'est-à-dire que bah, j'avais pris des exemples, j'ai jamais été très convaincu par les exemples d'effet Mandela parce que de toute façon, c'est difficile d'en établir la preuve, c'est uniquement des souvenirs par des consciences. Euh, donc il y a le fameux exemple du film E.T. l'extraterrestre où tout le monde pense que ce soit en anglais ou en français qui dit E.T. phone home ou alors E.T. téléphone maison. Alors qu'en anglais c'est E.T. home phone. Donc comme j'expliquais, il y a une distribution géométrique sur la Terre de lieux où il y a des distorsions spatio-temporelles. La gravitation est liée à l'écoulement du temps, et donc c'est ce qui provoquerait ces sortes de téléportation temporelle. Donc c'est Ian Sanderson qui a montré, qui en a dressé la carte. Il était passé dans des médias dans les années 60-70, face à des sceptiques qui ont été convaincus par ce qu'il avait montré. Donc il n'y a pas de, enfin, il n'y a pas vraiment à douter de la véracité de ces faits. Il suffit de regarder les statistiques et de voir ce qui a été publié et diffusé à cette époque-là. Euh, oui, oui, c'est. Alors ça, j'en avais aussi parlé dans une de mes dernières vidéos sur l'histoire que c'est la conscience qui crée la réalité matérielle. Donc il y a une partie de on va dire la conscience déjà n'est pas quelque chose qu'on peut vraiment dénombrer, c'est-à-dire que comme les ondes, comme tout type d'onde, on peut pas dire bah là il y en a une ou plusieurs, c'est-à-dire soit on considère qu'il y a une conscience globale qui crée certaines réalités. C'est le cas par exemple de l'existence de notre planète, qui est une réalité qui est créée par un ensemble de consciences qui l'aperçoivent. Par contre, il y a d'autres choses où ça va être une conscience unique qui est en train de l'apercevoir, et là, comme j'expliquais au début, c'est plus simple à modifier cette réalité puisqu'il y a que, il y a moins d'attention qui est portée sur elle. Euh, Bah, je vous donnerai aussi, peut-être, je vous lirai quelques, quelques textes ou extraits d'interviews de personnes qui expliquaient ça, comme ceux qui ont travaillé avec par exemple, Otis Carr qui avait travaillé avec Nikola Tesla. Euh, alors, maintenant je vais passer oui, aux histoires de soucoupes volantes, et le lien avec la téléportation. Alors vous verrez que justement l'état de conscience est vraiment lié à tout. C'est-à-dire que, comme je l'ai expliqué au début, tout est information, mais l'information sans conscience pour en prendre connaissance, c'est simplement un flou. Il n'y a pas de, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas de conscience pour prendre connaissance de l'information, ce serait comme si tout l'univers était une sorte de flou de possible. C'est comme si tout ne serait que futur. En fait, là, vous avez beaucoup de questions sur la conscience, mais il faut bien faire la distinction entre ce qu'on appelle, ce qu'on va appeler nous notre conscience, la conscience apparente, c'est-à-dire liée au mental. C'est-à-dire qu'il suffit pas de se dire j'ai envie que, ou je pense plus à mon verre pour qu'il soit plus sur la table, ou je ne pense plus que je suis là pour disparaître. C'est c'est plus compliqué que ça. On va dire. C'est une conscience à un niveau plus haut qui, elle, a une certaine connaissance. Moi, je vous invite aussi à regarder, par exemple, une vidéo sur Tistria de Jean-Pierre Girard qui explique euh, que ce qu'il faut, c'est se mettre c'est plutôt un état émotionnel qu'un état mental. J'avais donné comme exemple aussi que pour faire tomber la pluie, il faut pas essayer d'imaginer que que le soleil est plus là ou qu'il y a
Il faut vraiment se mettre dans un état de conscience où on est en train de percevoir la pluie qui nous tombe dessus. Donc oui, on ne peut pas penser le néant parce que de toute façon, le néant, par définition, n'est pas pensable. Et c'est pas de juste penser à un mot ou à une vague idée, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait une sorte d'évidence de l'état émotionnel associé à ça pour que le mental l'accepte et que ça devienne une réalité. Ça, ça va revenir dans à peu près tous les sujets que j'explique, hein, que je parle du vide, de la matière, ou quand je parlerai de la guérison, c'est la même chose, quoi. Donc la plupart par exemple, un cancer, on va dire que c'est parce que le mental, quelque part, est disposé à accepter un certain état de son corps, que ce soit consciemment ou inconsciemment, qui fait que ça devient une réalité. Et donc, en modifiant cette évidence pour son mental, c'est-à-dire là, par exemple, on peut utiliser l'hypnose pour le convaincre inconsciemment que c'est pas comme ça, et on peut le soigner de cette façon. Donc, il faut bien distinguer l'aspect mental de l'aspect évidence pour la conscience, qui est lié plutôt à une certitude émotionnelle. Alors, oui, comme je disais, je vais parler de soucoupe volante parce que c'est très lié à la téléportation. Là, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui était décrit sous téléportation VM, donc la métrique de l'espace-temps. Parce qu'on s'est rendu compte que le fait d'extraire de l'énergie du champ radiant, ça provoque une distorsion gravitationnelle, donc une distorsion de l'espace-temps. Euh, alors, j'ai écrit un article sur les héros de l'énergie libre, où je donne l'exemple de John Searle, qui lui avait pris connaissance quand il était adolescent euh, des découvertes de Tesla et il avait voulu créer des générateurs à énergie libre. Et il s'est rendu compte qu'à chaque fois, ces générateurs se mettaient à léviter et s'envolaient dans le ciel. Donc il a trouvé complètement par hasard le fait que l'énergie libre produit la lévitation. Donc ça c'est dans un premier temps, et comme on voit, la lévitation est elle-même liée à la distorsion de la gravitation, donc à l'espace et au temps. Bah, que le tout émerge du rien, on ne sait pas en fait. Le tout en tant que réalité matérielle émerge de l'esprit. On va dire ça plutôt comme ça. Après, de quoi a émergé l'esprit initial, c'est plus difficile. Je pense que là, c'est vraiment la question ultime. Et je sais même pas si la conscience qui est la conscience, on va dire, de la source, pourrait répondre à ça. Alors, je vous avais parlé de Otis Carr, qui était un physicien, un ingénieur qui avait travaillé avec Nikola Tesla sur des types d'appareils comme ça, donc soucoupe volante, générateur à énergie libre. Euh, et notamment dans les années 60, le moteur qu'on appelle Utron, je vais dire Utron à la française. Ces appareils qui ont été présentés à General Motors et à l'armée américaine dans les années 60. Donc, je vous retranscris ce qui avait été rapporté par Ralph King, qui est un technicien qui a travaillé avec Otis Carr sur ce moteur. C'est aussi des sujets que je détaillerai, hein, ça sur l'énergie libre, l'extraction d'énergie libre, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a eu comme recherche. Là, c'est juste en lien avec la téléportation. Alors, il dit, l'engin a-t-il volé? Voler n'est pas le mot juste. Il a franchi une grande distance en un rien de temps. J'étais avec deux autres ingénieurs lorsque nous avons piloté l'engin sur 14 mètres sur une distance d'environ 16 km. L'engin de 14 mètres sur une distance d'environ 16 km. Je pensais que nous n'avions pas bougé et que notre vol d'essai avait échoué. Quel ne fut pas mon étonnement de constater que nous étions finalement revenus de l'endroit où nous étions allés avec des échantillons de roches et de plantes. Ce fut un succès spectaculaire, cela ressemblait plus à une sorte de téléportation. Qui plus est, il y eut pour ainsi dire une déformation du temps.
Nous avions l'impression d'avoir été à bord de l'engin pendant 15 ou 20 minutes, et on nous a dit que nous étions demeurés dans le vaisseau seulement 3 ou 4 minutes seulement. Euh, Par contre, malheureusement, bah, il y a des agents du gouvernement qui ont rendu visite à Otis Carr en 1961 pour lui donner un avertissement. Euh, on lui a dit vous devez tout arrêter immédiatement. Nous leur avons demandé pourquoi, et ils ont répondu parce que vos activités menacent de faire s'effondrer le système monétaire des États-Unis. Ce n'était qu'un stratagème, bien sûr. Et nous confisquerons tout votre matériel. Ils sont alors entrés dans les bureaux et le laboratoire, ils ont entrepris de tout emporter. Puis ils ont tenu une brève réunion avec nous et nous ont dit, en substance, les gars, vous avez tort, vous tentez de renverser le système monétaire. Donc c'est un peu tout ce qui s'est passé avec les chercheurs en générateurs surnuméraires d'énergie libre. Alors c'est à noter que ce type d'appareil, vous parliez d'effet, on va dire de lien avec la conscience, toutes ces soucoupes volantes, on va dire, qui arrivent à se téléporter ou à se déplacer rapidement, elles sont contrôlées sans commande physique. Tout est contrôlé par la conscience. Je vous ai mis en lien la retranscription de l'interview de Ralph King sur Project Camelot. Donc là, on va parler justement de la conscience comme téléporteur, mais pour la téléportation qu'ils appellent anormale ou par la conscience. Je cite ce que dit Eric Davis, qui est un docteur, je sais pas ce que j'ai mis, FBIS. Il est devenu connu pour moi-même, ainsi que pour plusieurs collègues à l'intérieur et à l'extérieur du gouvernement, que la téléportation anormale a été scientifiquement étudiée et documentée séparément par le ministère de la Défense. Donc c'est ce qu'ils appellent, oui, téléportation anormale, c'est par la conscience. Alors, il y a un article qui a été publié en République populaire de Chine en septembre 81, dans la revue traduit Ziran Zati, qui est Nature Journal, et qui s'intitulait Some Experiment on the Transfer of Objects Performed by Unusual Abilities of the Human Body. Et donc, ils ont rapporté que des enfants surdoués étaient capables de provoquer la téléportation de petits objets physiques d'un endroit à un autre. Alors, les objets comprenaient des montres, des insectes, des micro-émetteurs radio, du papier photosensible, enfin, divers objets du style. Donc, les participants n'ont jamais touché les objets au préalable. Les expériences ont été réalisées à la fois en aveugle et en double aveugle. Et les recherches impliquées provenaient de divers collègues et secteurs du ministère de la Défense. Il y a d'autres recherches similaires qui ont été effectuées par l'Institut d'ingénierie de la médecine aérospatiale à Pékin. Donc là, c'était en juillet 90. Elles ont été publiées dans le Chinese Journal of Somatic Science par trois groupes de recherche, donc Konzgi, Jingen et Bangui, toutes les trois en 1990. Et cette étude a rapporté que plusieurs expériences qui impliquaient des enregistrements vidéo photographiques à haute vitesse. Donc là, ils ont essayé d'observer les déplacements d'objets par la conscience, qui ont permis de capturer le transfert d'échantillons de tests comme des noix, des allumettes, des clous, des pilules. Et tout était placé à travers des enveloppes dans papier scellé, ou des bouteilles et des tubes en verre scellés, des boîtes de film plastique scellés. Donc différents récipients, tous scellés et contrôlés. Et donc là, toutes les téléportations qui ont été effectuées ont été faites sans que les récipients ou les parois des conteneurs ne soient percés. Ça a été effectué évidemment avec des personnes qui étaient spécialement sélectionnées pour leur capacité à à ce genre d'effet, qui sont entraînés à ça, et qu'on considère comme surdoués pour provoquer la téléportation de matériaux. Dans tous ces exemples, ce qui a été rapporté, c'est que les spécimens d'essai sont restés dans leur état d'origine après la téléportation. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas abîmés et les insectes étaient vivants et exactement
dans le même état observable, ils n'étaient pas vieillis ni quoi que ce soit. Euh, alors la matière était immatérielle pendant la téléportation. Là, il faut bien se rendre compte que la téléportation, comme je l'expliquais, c'est la conscience qui change l'information sur la position d'un objet. Il ne faut pas imaginer ça comme un trajet. Donc effectivement, on va dire, elle est peut-être. Alors là, c'est pas assez rapide pour mesurer cette durée. Il faudrait savoir ce qui se passe pendant un instant de Planck. Il faut savoir que c'est, je crois, 10 puissance moins 33 secondes. Alors que là, les images, même en prenant des milliards d'images par seconde, on n'est pas capable de voir une durée aussi courte. Donc, est-ce que la matière est transférée instantanément d'un instant de Planck à l'autre vers un endroit différent, ou alors est-ce que ça prend un certain temps pendant lequel elle est immatérielle? Ça, ces expériences ne peuvent pas conclure. Donc ça reste à déterminer. Donc voilà, la téléportation par des objets par la pensée a été prouvée par ces études principalement en Chine. Maintenant, je vais vous parler, je pense, d'un sujet qui vous intéresse plus, qui est justement, là vous parlez de la mouche, des clones, c'est-à-dire les portails. Ce qu'on va appeler porte des étoiles ou Stargate. Il faut savoir que le terme dans les projets secrets, c'est-à-dire le projet Montauk par exemple, on appelle ça jump rooms. J'avais publié quelque chose qui avait été mis sur le site de la NASA en 2012. Je vous le relis, hein, un thème favori de la science-fiction est le portail, une ouverture extraordinaire dans l'espace ou dans le temps qui relie les voyageurs à des royaumes lointains. Un bon portail est un raccourci, un guide, une porte vers l'inconnu. Si seulement ils existaient réellement. Il s'avère que oui, en quelque sorte, et un chercheur financé par la NASA à l'université de l'Iowa a trouvé comment les trouver. Nous les appelons points X ou régions de diffusion d'électrons, explique le physicien des plasmas Jack Scudder de l'université de l'Iowa. Ce sont des endroits où le champ magnétique de la Terre se connecte au champ magnétique du Soleil, créant un chemin ininterrompu menant de notre planète à l'atmosphère du Soleil à 93 millions de kilomètres. Donc les observations du vaisseau spatial Themis de la NASA et des sondes Cluster de l'Europe suggèrent que ces portails magnétiques s'ouvrent et se ferment des dizaines de fois par jour. Ils sont généralement situés à quelques dizaines de milliers de kilomètres de la Terre, là où le champ géomagnétique rencontre le vent solaire. La plupart des portails sont petits et de courte durée. D'autres sont vaillants, vastes et soutenus. Des tonnes de particules énergétiques peuvent s'écouler à travers les ouvertures, chauffant la haute atmosphère de la Terre et provoquant des tempêtes géomagnétiques et enflammant des aurores polaires brillantes. Donc ça, c'est ce qui est rapporté sur le site de la NASA que je vous ai mis en lien. Donc officiellement, ils admettent qu'il existe des genres de portails qui permettent de transporter de la matière par des sortes de tunnels qui sont entre quelques enfin 10 000 km de la Terre jusqu'au Soleil. Et qu'ils ont été observés donc par des sondes. Là, je vais vous parler maintenant plutôt de programmes secrets. Donc quelqu'un que certains connaissent peut-être, Basiago, qui est entre 1962 et 1972. Et il explique que le gouvernement américain a mené une opération clandestine appelée Projet Pegasus. Bonsoir Will, hein, t'arrives plus près de la fin que du début. Alors ce projet dans les années 60-70 aurait mené au développement réussi d'un certain nombre de technologies très avancées comme la téléportation, le voyage dans le temps physique et le voyage dans le temps holographique. Et il affirme que le programme était géré conjointement par la CIA et la DARPA. Donc c'est l'agence des projets de recherche avancés pour la défense. Et qui a servi à contacter d'anciens présidents, à se téléporter sur Mars et à entretenir un rapport avec des extraterrestres. Et donc là, je vais vous parler d'un autre projet. Comme on parle de Mars, est-ce qu'il y aurait un tunnel entre la Terre et Mars? Donc apparemment, il existerait sur Terre plusieurs portails qu'ils appellent jump rooms, comme je vous disais, donc
des chambres de sceaux. Donc ils ressemblent pas à ce qui est montré dans Stargate, c'est-à-dire que c'est pas des portails de forme sphérique qui sont ouverts vers l'extérieur, mais ça ressemble plutôt à une cabine d'ascenseur. Donc les individus vont entrer là-dedans, ça se referme et ça se rouvre ailleurs. Et ces jump rooms auraient été utilisés pour divers trajets, notamment entre la Terre et Mars. Donc là, il y a euh, donc là, c'est le projet un Moon Talk, hein, comme j'explique. Donc il y aurait différentes stations qui sont construites sur Mars. Et ces jump rooms auraient été utilisés pour divers trajets. Alors ça peut transporter que des individus et un peu de matériel léger. C'est-à-dire que c'est pas avec ça qu'on a pu transporter euh, des grandes quantités de matériel ou euh, des gros objets ou des quantités de minerais ou de matériaux sur Mars. Euh, alors je peux pas affirmer personnellement ou confirmer le succès de ces travaux de recherche ni l'existence de ces Stargate. Par contre, les informations de différents divulgateurs crédibles enfin, convergent vers ça, hein. Et puis on voit que c'est cohérent aussi avec la théorie. Il y a certains documents, par exemple, qui ont été divulgués par Corey Goode, qui viennent du département de la Défense. Alors un document aussi qui est intéressant, c'est qu'il y a un brevet de téléportation qui est déposé, donc, qui a été déposé en 2004. Je vous ai mis le lien, donc c'est un brevet US. Bon bah je vous dis pas le numéro, il est un peu trop long. Le titre, c'est Système de téléportation complet du corps. Et ça décrit un système générateur de trous de verre à ondes gravitationnelles pulsées et qui téléporte un être humain à travers l'hyperespace d'un endroit à un autre. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour on va dire des différents types de téléportation, de la théorie et de quelques exemples. Je vous ai pas détaillé hein, tout ce qui a été raconté par les divulgateurs. Je vous laisse voir vous-même les liens les liens vers le projet Montauk, vers ce que David Wilcock, Corey Goode ont divulgué. Vous pouvez trouver aussi des vidéos de Basiago euh, et et puis donc oui des différents projets, des différents SSP, donc projets secrets en- sur l'aérospatial et projet galactique. Donc là, je vais conclure et si vous voulez, on regardera. Si vous avez des questions, posez-les maintenant, hein. Si vous avez vu que vous avez posé une question plus haut et que j'ai pas répondu, bah, reposez-la. En résumé, si on regarde la conception relativiste classique standard avec une interprétation purement matérialiste, la téléportation n'est pas possible à part en utilisant des trous de verre ou des technologies futures improbables. Mais on sait maintenant que cette vision est erronée, que la téléportation elle est bien expliquée si on adopte un regard plus actuel, donc que la vision moderne de la physique quantique, où on décrit toutes les entités matérielles comme de l'information qui est non localisée. Et donc se téléporter dans l'espace ou dans le temps, ça consiste simplement à modifier l'information d'un objet, donc modifier l'information qui constitue sa position, ou d'une autre manière de le dire, c'est le mettre en résonance avec sa destination. Et donc, on a vu qu'il y a, je vous ai donné qu'un exemple, hein, mais il y a des téléportations temporelles involontaires qui ont été répertoriées. Je vous ai donné l'exemple d'un avion, mais il y a aussi des personnes, hein, parfois, ou des personnes toutes seules qui ont disparu pendant des jours, des semaines ou des mois, puis qui sont ensuite revenues et qui avaient pas vraiment, qui avaient soit pas de souvenirs, soit l'impression d'avoir vécu juste quelques minutes ailleurs et qui sont revenus des mois plus tard.
D'ailleurs, à ce propos, à une époque, on appelait enfin, ces distorsions gravitationnelles ou temporelles c'était les cercles d'effet. C'est-à-dire que bah, c'était aussi c'est le même terme qui désignait les crop circles actuellement. Et il y a peut-être un lien entre les deux. C'est-à-dire que est-ce que les crop circles ne sont pas simplement des images qui se créent par des distorsions de la gravitation, distorsion spatio-temporelle, et qui crée une sorte d'image en modifiant la Terre et des cultures à certains endroits, ou des fonds marins. On avait vu qu'il y avait des crop circles au fond de l'eau dans un lac en Croatie. Donc concernant tous les types de téléportation, bah, j'ai dit la téléportation Q, donc téléportation quantique, a été effectuée, elle est clairement admise par la communauté scientifique. Il y a beaucoup de publications sur le sujet. La téléportation qu'on appelle VM, donc en modifiant la métrique de l'espace-temps, est possible grâce à des engins comme des soucoupes volantes. C'est ce qui a été montré par les personnes qui ont travaillé sur des technologies comme le moteur Utron. Donc, parce que l'énergie du champ radiant, quand on l'extrait, ça provoque une distorsion gravitationnelle, donc une distorsion de l'espace et du temps. Ce qu'on appelle la distorsion P a été observée, donc comme je l'avais dit, des études en Chine qui ont montré qu'on pouvait téléporter des objets par la pensée. La vision à distance, donc remote viewing, consiste à la téléportation d'une conscience dans un endroit distant, mais alors que le corps reste à son endroit d'origine, a été bien établi. Donc là, je vous invite à regarder les recherches au Stanford Research Institute, qui ont été soutenues par la CIA et des agences gouvernementales pendant plus de 2 décennies. Là, je pense que ceux qui se sont déjà renseignés doivent connaître les noms, hein. Ingo Swann, euh, Russell Targ, et j'avais parlé aussi de Hal Puthoff dans une autre vidéo. Et eux, c'était les fondateurs originaux de ce programme autrefois secret. Et d'ailleurs, à noter que ce programme, il a fini par s'appeler Opération Stargate. C'est marrant. Donc on a vu que la téléportation par portail, ou téléportation SF ou téléportation E, selon les divulgateurs et les informations sur les projets secrets, sembleraient avoir été utilisées. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ces technologies de portail ou d'engins supraluminiques n'auraient pas été construites par les humains. Donc tous ceux qui ont participé à ça, que ce soit au projet enfin, de Stargate, de téléportation ou d'engins supraluminiques, auraient été aidés par ce qu'ils appellent une aide extérieure. Donc contrairement à ce qui est dit souvent dans les articles, dans Wikipédia, la téléportation n'est pas un simple fantasme de science-fiction. Euh, donc il y a des recherches sérieuses, des recherches gouvernementales, du complexe militaro-industriel et scientifiques qui ont été effectuées sur tous ces sujets et qui sont publiés. Ah, donc j'ai fini hein, sur ce sujet. Si vous n'avez pas de questions à répéter, je pense que c'est bon. J'ai fait un peu plus d'1 heure, donc je pense que j'espère que vous n'êtes pas trop frustrés et que ce soit pas très long ce soir. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo Navigation stellaire 1 hein, de Swaro. Donc c'est sur la chaîne YouTube Esprit Libre. Elle doit durer ouais, entre 30 et 40 minutes et elle explique vraiment bien cette idée d'information, ce qu'est la réalité. Pour ceux qui se demandent bah, c'est quoi la réalité, comment elle est générée par la conscience, ça peut être un peu compliqué au départ, mais elle contient pratiquement tout cette vidéo. Je vous invite aussi à regarder la vidéo de Nassim Haramein, hein, l'univers connecté, qui est une conférence de 2016 et qui explique assez bien la conception de l'univers holographique. Euh, et c'est là où il explique que tout mouvement serait finalement
une sorte de psychokinésie où on téléporte un objet d'un endroit à un autre. Pour ceux qui veulent plus de détails aussi, il y a le livre Investigation sur le champ de conscience unitaire de David Wilcock. Donc il y a plein de références. C'est le tome 2. Je vous invite aussi à regarder donc, tous les autres documents que j'ai mis en référence. Donc je vais pas détailler ce soir l'annexe que j'avais faite où j'analyse un article de vulgarisation pour essayer de montrer à quel point c'est un peu absurde. Et comment ils essaient de noyer l'information par des affirmations erronées ou en parlant uniquement de téléportation quantique ou de, ou de choses impossibles. Bon bah si vous n'avez pas d'autres questions, je vois que là, il n'y en a pas sur la fin. Donc le prochain live, normalement, ce sera sur l'énergie libre ou sur la médecine, la guérison avec les medbeds. Vous n'avez qu'à voter pour choisir ce que vous préférez. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je pense que je ferai bientôt la prochaine, peut-être ce week-end. Allez, bonne soirée, bisous bisous.